Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous pour consacrer aux actualités du monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer par parler des actualités du monde de l'art de manière générale avant de faire un focus sur les NFT. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors, on se posait la question la dernière fois, comment est-ce qu'on fait si un acheteur n'a pas payé l'œuvre d'art achetée aux enchères ? Eh bien voilà un exemple d'un contrat entre un acheteur et une maison de vente qui s'est mal passé. Et ce litige a été résolu il y a quelques jours. L'histoire remonte en 2016. Un collectionneur chinois, Sang Chang, a payé pour 25,5 millions de dollars une œuvre de Gerhard Richter auprès de Philips, une œuvre d'art qui s'appelle Düsenjäger, qui représente un avion de chasse. Et voilà, mais sauf que l'achat en fait n'a pas été honoré, alors même qu'il avait été déjà dans cette situation quelques années avant, mais ça c'est encore une autre histoire. Le même collectionneur ? Le même collectionneur. D'accord, oui. Et donc en 2018, finalement, Philips et Zhang Shang conviennent d'un accord pour dire qu'il a jusqu'à fin juillet 2018 pour payer l'œuvre, donc c'est quand même 2 ans après la vente. D'accord. Ouais. Mais rien n'est fait, donc Philips a remis la vente le tableau en vente en 2019 à Londres, et c'est ce même collectionneur qui a à nouveau acheté l'œuvre, et cette fois-ci à un prix bien plus faible, pour 13,5 millions de livres. Mais dans toutes ces histoires de vente, il y a bien sûr des frais. Alors ce collectionneur demande le remboursement de tous ces frais et accuse Philips d'enrichissement injustifié et de rupture de contrat. Et voilà, la Cour d'appel de New York a reconnu les droits de Philips, et cela clôt toute cette histoire rocambolesque. C'est intéressant parce que ça pose, la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas une œuvre sur laquelle on a mis une enchère, et 2, de savoir comment est-ce qu'on peut réenchérir sur une œuvre qu'on n'a pas payée la première fois. Pour un prix moins important. Et pour un prix moins important. On continue avec les actualités cette semaine. Aux États-Unis, Sybille, la loi d'inaliénabilité des œuvres d'art, des œuvres d'art des musées n'est pas la même qu'en France. Voilà, en fait, je voulais vous parler de cette actualité parce que le Metropolitan Museum of Art à New York vend un bronze de sa collection de Picasso. Donc une vente aux enchères qui est estimée à 30 millions de dollars. C'est une œuvre qui s'appelle Tête de femme, Fernande, réalisée en 1909 par l'artiste. Et cette vente permettra d'acquérir d'autres œuvres d'art pour le musée. Elle aura lieu chez Christie's en mai. Et pour Artnet, le Met en fait génère 15 millions de dollars de ventes par an pour acquérir de nouvelles œuvres. Donc c'est possible pour une œuvre d'être cédée, Sybille. Voilà, en fait, c'est l'association des directeurs de musées d'art qui régit la plupart des musées aux États-Unis. Et en fait, elle interdit l'utilisation de fonds générés par la vente d'œuvres de leur collection pour des dépenses de fonctionnement ou alors d'investissement au sein des musées. Mais elle autorise la vente d'œuvres d'art pour financer des nouvelles acquisitions d'autres œuvres d'art. En revanche, pendant ces 2 ans de pandémie, il y a eu cette loi a été plutôt allégée. Les musées ont eu le droit de vendre des œuvres pour l'entretien de leur collection, mais cela s'expire le 10 avril 2022, et c'est pour ça que du coup cette vente Christie's ne rentre plus dans ce cadre. Donc c'est quand même assez encadré, même si c'est possible. Et un dernier mot, Sybille, sur le Lion d'Or décerné par la Biennale de Venise. Voilà, alors c'est les carrières des 2 artistes, l'allemande Katharina Fritsch, qui a 66 ans, et la chilienne Cecilia Vicuña, 74 ans, qui ont été récompensées. C'est la première fois depuis 2013 que ce sont 2 artistes qui remportent ce prix. D'abord pour les sculptures assez surprenantes de Katharina Fritsch, qui représentent des souris, des coquillages, des serpents, des parapluies. En tout cas, c'est des sculptures qui représentent un naturalisme formel, mais qui sont rendues assez étranges par la peinture et la couleur utilisée. Et puis, Cecilia Vicuña, elle, son travail est plus engagé. Elle parle des préoccupations du monde moderne, l'écologie, les droits de l'homme, l'homogénéisation de la culture. Et elle a une volonté de rendre hommage à la culture chilienne à travers ses œuvres. Merci Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art, donc au sein de la rédaction de Bismart, pour les actualités du monde de l'art de cette semaine. Et on a le plaisir de recevoir ensemble, Sybille, John Karp, fondateur de NFT Morning et auteur de NFT Révolution. Bonjour John Karp. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ensemble le sujet des NFT. On va se demander s'ils ont la cote dans le monde réel, parce qu'effectivement, on a vu une grande émulation dans le monde virtuel donc pour ces NFT, généralement achetés en crypto. Donc on peut se dire qu'ils étaient potentiellement destinés à des acheteurs qui possédaient des cryptos. Là, ils font leur entrée en France dans le monde réel avec une première vente aux enchères
autorisée, il y en a déjà eu d'autres, mais celle-là, elle est autorisée, organisée par la maison de vente aux enchères Fauve, qui s'appelle The Burnt Auction. Elle se tenait hier soir à Paris. Vous y étiez. Est-ce que vous avez constaté un désintérêt physique ou au contraire un grand intérêt physique pour ces NFT, donc ces œuvres virtuelles? Alors vous avez raison d'en parler. Alors j'y étais et j'ai eu la chance d'y être. Pourquoi je dis que j'ai eu la chance? Parce que je faisais partie des rares personnes qui étaient à l'intérieur. D'accord. En fait, c'était tellement un succès que la rue était pleine de personnes qui voulaient enchérir. D'accord. Et donc moi-même... Ah oui, c'était pas du public, c'est des enchérisseurs pour le coup. Voilà, bah, il y a toujours des curieux, Oui, bien mais sûr. moi j'étais dans la salle et quand ils faisaient l'enchère, ils fait ah, on a une enchère de la rue, D'accord, on a une ouais. enchère de la salle. Donc oui, c'était un succès assez phénoménal. Moi-même, j'étais le premier surpris parce que c'est vrai que je connais bien le marché numérique. On achète, on vend et on se dit justement, bah, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des maisons d'enchères? Et là, en fait, pour moi, ça a symbolisé un peu cet enthousiasme, cette excitation, cette volonté aussi, aussi d'acheter dans le monde physique. Donc en tout cas, ouais, c'était une première expérience extrêmement réussie, oui. Comment est-ce qu'ils enchérissaient du coup? C'était en Ethereum Non, c'était en comment ça se euros. passait C'était en euros, en Ouais. effet. Donc, parce que là, dans le cadre, finalement, je pense, de la loi française, les commissaires-priseurs vendent en euros. Mhm. Par contre, en effet, il y avait la possibilité aussi de payer en crypto-monnaie, si je ne me trompe pas. Et il y avait un équivalent sur un écran. Donc, à chaque fois qu'il y avait une enchère, il y avait l'équivalent Ethereum pour, finalement, les personnes, des fois, estiment les œuvres Bien sûr. en Ethereum. Pour avoir l'équivalence. Donc certains, pour eux, c'est plus facile de compter en euros, pour d'autres, c'est plus facile en Ethereum. Donc il y avait l'équivalence sur un écran. Mais on achetait en euros et la plupart, il me semble, on payait en euros à la fin. Donc ils sortaient leur carte bleue ou leur chèque pour régler les œuvres, du coup. D'accord. Et les estimations étaient les bonnes ça fait. Ouais, c'était en fait, là équivalent. encore, j'étais assez étonné. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités et la plupart des œuvres sont parties dans les estimations. On a même certaines, il y a toujours ça dans une vente aux Bien enchères. sûr. Ouais. Voilà, des petits combats, il suffit de deux acheteurs qui ont vraiment envie pour que ça aille beaucoup plus loin. Donc on a eu des œuvres qui sont parties, en effet, enfin, il y a eu de tous les prix, hein, entre 1000 euros et 200 000 euros pour les plus belles pièces, qui était une pièce unique d'Akatao, qui est un des artistes clés avec une de ses pièces majeures. D'accord. Et donc, vous pensez que la décision du Conseil des ventes et la loi qui est passée là, c'est quelque chose de majeur dans le monde des enchères des NFT qui Il faut va comprendre une chose. Alors, je rappelle juste, donc effectivement, avant c'était interdit de vendre des NFT physiquement dans une maison de vente aux enchères, et là aujourd'hui le Conseil des ventes a accepté, et c'est tout récent pour le coup. Alors c'est tout récent. Alors interdit. Alors en fait c'est juste qu'il n'y avait pas de loi. Oui. Donc il n'y avait pas de loi. Donc le Conseil des ventes avait une interprétation assez conservatrice en disant que dans la mesure où il n'y avait pas de loi, on n'avait pas le droit. Et donc là, en effet, il y a une loi qui est passée. Il n'y a pas encore de décret d'application. Donc dans les faits, on est encore dans une zone juridique floue. D'accord. Donc Ouais. c'est vrai qu'il y avait une prise de risque malgré tout de la Maison Fauve aussi d'aller dessus. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, il y avait pas techniquement, c'était pas une vente de NFT. D'accord, encore, toujours pas. Non, petit, c'était pas une vente de NFT. Vous le petit achetiez. clé USB Il y avait ou- non, c'était pas la clé USB. Ah. Vous achetez l'impression D'accord. du D'accord. contrat internet, du smart contract, donc l'impression du contrat, on va dire, comme titre de propriété. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, notamment le brûler, d'où le titre The Burn Auction. Mais dans les faits, on était quand même propriétaire du NFT. Dans les faits, c'est surtout Oui, l'intérêt, c'est d'être propriétaire du Oui, c'est NFT. ça. En fait, il y avait juste le prétexte physique en plus de la propriété du NFT. Exactement, exactement. Et c'est le plus important, parce que le papier, en effet, finalement, n'a pas vraiment de valeur. Bon, on suivra ce week-end s'il y a des gens qui brûlent du coup leur, leur contrat. Mais le fait que cette loi est passée, ça change vraiment quelque chose ou c'est juste dans le cours de l'histoire et ça va enchérir au fur et à Cette mesure. loi, en fait, si vous voulez, ce qui est plutôt choquant, c'est qu'on ait besoin d'une loi, en fait. Dans les faits, Christie's et Sotheby's, on parle des NFT. Pourquoi tout le monde parle des NFT? Parce que Christie's a vendu un Beeple à 70 millions il y a Bien un sûr, an. bien sûr. Personne ne s'est posé de questions. Et depuis un an, Christie's et Sotheby's font leur beurre concrètement sur les NFT et ont réussi à se relancer, on va dire, face à une petite crise du marché de l'art grâce aux NFT. Donc en fait, on ne devrait même pas avoir besoin de loi. On devrait pouvoir le faire et puis voilà. Et vous parlez de Beeple, alors du coup, il y a quand même une grosse différence entre le montant Christie's et hier, il y avait quand même un Beeple qui était entre les Oui. 20 000, les estimations entre 20 et 30 000. Et qu'est-ce qui explique la différence parce que c'est quand même le même artiste. Bien Pourquoi sûr. un NFT peut avoir une différence de prix? Non, mais c'est comme C'est dans le fort. marché de l'art. On parlait, il y a des Picasso à 30 millions, puis vous allez avoir des petites assiettes à quelques milliers d'euros. Donc ça veut dire que évidemment, ça dépend du bien, ça dépend. Là, en l'occurrence, c'était un Beeple je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était 100 exemplaires. Donc c'était plutôt l'équivalent d'une lithographie, si vous voulez. D'accord. Et ensuite, ça dépend du contexte, de la vente, de où est-ce qu'il a été émis. Donc là, il y a beaucoup de critères qui vont faire justement qu'on va estimer le prix, mais exactement comme dans le marché de l'art traditionnel.
Et alors justement, vous mentionnez la vente Christie's. Donc effectivement, en fait, le grand public a découvert les NFT avec des montants rocambolesques, effectivement, pour des œuvres d'art et encore plus pour des œuvres d'art numériques. Donc aujourd'hui, on s'y intéresse un peu plus. Il y a des noms qui sont un peu plus qui reviennent, les Beeple, les CryptoPunk, les Bored Ape Yacht Club. Voilà, j'essaye de le prononcer. Ça, c'est pour les plus connus, ceux qui en fait ont déjà créer leur valeur sur le marché. Alors, ils peuvent encore la créer demain, mais bon, en tout cas, on a déjà vu des gros montants. Est-ce que derrière, il y a un second marché? Alors, en second marché, je ne veux pas dire ceux qui revendent, mais est-ce que derrière les grandes têtes d'affiche, on voit quand même d'autres artistes émerger Bien sûr, en fait, quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte, la plupart des gens, ils n'achètent pas des Bored Ape ou des CryptoPunk parce que c'est les montants sont délirants. Et c'est ça la révolution du NFT. C'est que moi, j'ai plein de gens qui m'appellent, qui me disent qu'est-ce que je peux acheter pour 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Il est là le marché, en fait. Bien sûr, vous avez des centaines de milliers d'artistes qui arrivent à vivre de leur art en vendant leurs œuvres 1000, 5000, 10 000, comme dans le marché de l'art. Bien sûr. Et c'est ça qui est génial, d'ailleurs, c'est que la démocratisation est beaucoup plus importante que le marché de l'art traditionnel. Il y a beaucoup plus de collectionneurs parce que finalement, dans le monde traditionnel, même des artistes un peu cotés, tout de suite, c'est à 20 000 euros une œuvre, on va dire, à peu près. Bien sûr. Là, il y a des artistes qui commencent à avoir certaines cotes et qui ont certaines de leurs œuvres très accessibles à moins de 1000 euros. Donc, c'est beaucoup plus dynamique que ce qu'on croit. Et la plupart des ventes sont pas sur les têtes d'affiche, finalement. Parce que du coup, là, il va y avoir vraiment des artistes dédiés aux NFT, à la différence d'avoir eu peut-être... les mois passés, des artistes plutôt connus qui ont créé des NFT. En fait, les artistes quand même connus, même les CryptoPunk, les Bored Ape, même Beeple, c'est quand même des artistes qui viennent du numérique. D'accord. Et on appelle ça des crypto-natifs. Les plus gros, les plus connus, il y a Pac, on en avait déjà parlé, il y a Feocious, tous ces artistes-là sont quand même nés avec les NFT. Donc ils sont très connus. Mais moi, je suis persuadé en effet, par contre, que tout le monde va le devenir à un moment donné. Quand vous regardez les volumes de vente, là, le dernier mois de février, c'était 2 milliards de ventes, en fait. Quand vous comparez avec le marché de l'art traditionnel, c'est quoi? C'est 50 milliards par an, je crois. Là, on voit que, il n'y a aucun doute sur le fait que dans quelques années, le marché du NFT va être supérieur au marché de l'art, en fait. Mais vous parlez d'un art qui est plus démocratisé, mais il faut quand même être très initié. Ça s'adresse quand même à une niche. Ça s'adresse à ceux qui s'y intéressent, en effet. Et évidemment que si vous croyez que vous allez gagner de l'argent en achetant le premier NFT qu'un copain vous dit que c'est super parce qu'il y a tel joueur de foot qui est derrière, là, vous êtes sûr que vous allez vous planter. Non, mais c'est bien de le préciser. C'est mieux, effectivement. Il faut mieux le préciser. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans les NFT, c'est qu'on reprend des codes. Alors, on reprend des codes traditionnels, mais aussi des codes qui peuvent venir dans des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on crée des collections très longues, très grandes, et derrière, ensuite, on crée un effet de rareté en fonction des différentes œuvres qu'on peut y trouver. Parfois générées même par des intelligences artificielles. On est quand même très loin des codes traditionnels de l'art où on avait un Picasso qui allait peindre pendant des heures. Là, en fait, on en a. Alors peut-être que ça prend du temps, mais d'un coup d'un seul, et on crée en fait soi-même la rareté des œuvres qu'on veut vendre. Donc ça, c'est pour le constat. Et moi, ma question sur le lien avec le marché physique, c'est le marché physique a-t-il besoin du marché numérique, et le marché numérique a-t-il besoin de pouvoir vendre dans le physique pour continuer à se développer? C'est une super question. Alors, je pense que le marché physique a besoin du marché numérique, ça j'en suis sûr et certain. C'est-à-dire c'est comme comparer, si vous voulez, Carrefour et Amazon, sans vouloir citer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est devenu numérique. Bien sûr. Et donc, tout le monde va devenir numérique. J'ai envie de dire, je ne suis pas devin, je ne suis pas très intelligent, je suis juste la tendance de la société. Et on est en train de devenir numérique, donc le marché de l'art va devenir numérique. Là, ce n'est pas pour chercher des poux dans la tête des NFT, mais les ventes numériques, ça existe déjà sans passer par la technologie blockchain. Pas tant que ça. Les ventes au téléphone où on peut enchérir en ligne directement. Oui. Donc là, il y a la numérisation des ventes aux enchères. Il y a une distinction entre les ventes en ligne, en effet. Oui, c'est vrai que vous pouvez sur Drouot Online, par exemple, en France, vous enchérissez déjà. La différence, c'est en fait, c'est ce que vous possédez, ce que vous achetez. Bien sûr. Le NFT, déjà, c'est la sécurité. C'est-à-dire que pour n'importe quelle œuvre, avoir un titre d'authenticité qui soit dans la blockchain, c'est beaucoup plus sécurisant pour n'importe qui qu'un certificat d'authenticité papier. Tous les jours, moi, j'entends des gens qui achètent le certificat alors que l'œuvre est fausse. Oui, bien sûr. C'est une aberration déjà dès aujourd'hui. Donc ça, déjà, c'est inéluctable. Et de manière plus générale, si vous voulez, on est devenu des êtres numériques.
on vit dans des environnements numériques, on regarde, on consomme, on est. Donc, afficher ses œuvres dans des environnements numériques va devenir de plus en plus quelque chose d'important pour n'importe quel artiste, je pense. Donc ça, moi, à mon avis, c'est une tendance de fond. L'autre aspect, en effet, est-ce que le monde numérique a besoin du monde physique ? Je pense que ça va devenir de plus en plus important. Le fait de vendre chez, justement, Christie's, Sotheby's ou Fauve, c'est des autorités de validation. Donc, si vous voulez, ça vous donne une sorte de validation par le marché. Et donc, c'est quoi ? C'est qui sont mes collectionneurs ? Quelles sont les maisons ? Quels sont les musées où je vais pouvoir voir mes œuvres. Et ça, on va retrouver des codes, finalement, du monde de l'art traditionnel. Et ça participe peut-être à faire connaître aussi, à élargir un petit peu le public. Merci beaucoup, John Karp. Je rappelle que vous êtes fondateur de NFT Morning et auteur de NFT Révolution. Merci d'être venu débriefer avec nous un petit peu sur cette entrée dans le monde physique, en France en tout cas, des NFT. Merci également, Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.